Bonjour à tous, bienvenue sur ce live LinkedIn voilà, dont on va parler donc de création dans le luxe et d'actifs durables et de succès contextuel. Alors, je sais que votre temps est compté, donc je vais passer directement au vif du sujet. Alors, vos résultats peuvent être bons et pourtant affaiblir votre marque. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne concerne pas uniquement le luxe. On observe les mêmes dynamiques dans plusieurs secteurs. Des marques qui performent et qui, sans le voir, entrent dans une forme de dépendance. La différence, c'est la manière dont cette dépendance se manifeste. Dans certains cas, la sanction est brutale, elle se voit immédiatement, elle se mesure. Dans d'autres, et c'est le cas dans le luxe, elle s'installe plus lentement. Elle ne se voit pas dans les résultats, elle se voit dans ce que les résultats consomment. C'est là que se situe le problème. Pas dans la croissance, mais dans sa nature. À quel moment une performance devient-elle indissociable de l'effort qui la soutient? C'est la question qu'il faut réellement se poser. Parce qu'à partir de là, elle ne construit plus, elle compense. Et la plupart des organisations ne savent pas identifier ce point de bascule. Pas parce qu'elles ne mesurent pas en fait ce qu'elles sont en train de consommer. Donc aujourd'hui, pendant 20 minutes, je vais vous montrer comment le lire. En fait, ce qui est difficile avec ce mécanisme, c'est qu'il ne se voit pas. Les indicateurs sont bons, les ventes tiennent, la désirabilité semble là, mais ce que vous mesurez n'est pas ce que vous êtes en train de consommer. Chaque activation nécessaire pour maintenir le niveau, chaque lancement pour soutenir le précédent, chaque effort supplémentaire pour produire le même effet a un coût. Pas un coût financier immédiat, un coût structurel, dans la capacité du produit à tenir seul, dans ce que la marque peut encore porter sans soutien. Et ce coût, il s'accumule, tant que la performance tient. Le problème, ce n'est pas qu'il existe, c'est qu'il n'est jamais mesuré. Comme je vous dis, ce coût invisible, par contre, n'est pas une fatalité. Il est presque toujours le résultat d'une même erreur. Une erreur d'allocation. Pas d'allocation budgétaire, d'allocation de l'attention, de l'énergie créative, du capital de désir, en fait. Aujourd'hui, la plupart des organisations optimisent ce qui se voit. Donc la visibilité, l'activation, la vitesse de lancement. Mais elles sous-investissent ce qui tient. La structure, la cohérence, la capacité d'un produit à exister par lui-même. Et progressivement, un déséquilibre s'installe. Ce qui soutient la performance prend le dessus sur ce qui la construit. Et à partir de là, une confusion apparaît. On pense créer du désir alors qu'on est en train de le maintenir. Et cette erreur d'allocation ne reste pas théorique. Elle se manifeste toujours de la même manière, par trois réflexes. Trois réflexes qui donnent l'impression de créer, mais qui en réalité maintiennent. Rejouer ce qui a fonctionné, surraconter pour soutenir, ou puiser toujours dans la même source. Le premier réflexe, c'est de revenir aux archives. En soi, ce n'est pas une erreur, mais c'est un signal. Un signal
que quelque chose s'est déplacé. Une maison a besoin de ses archives pour se structurer, pour se légitimer, se stabiliser. Elles permettent de tenir une continuité, de renforcer une cohérence, de rappeler ce qui fait autorité. Mais elles ont une fonction précise. Elles consolident, elles ancrent, elles protègent. Mais elles ne sont pas conçues pour créer une icône. Une icône ne se prolonge pas. Elle ne se modernise pas. Elle émerge, et quand les archives deviennent une source principale de création, ce n'est plus une stratégie. C'est une compensation. Et cette compensation a un coût. Cela dit aussi une chose très simple. Le présent ne suffit plus à produire du désir et de la confiance par lui-même. Alors, on se sécurise. On rejoue ce qui a déjà fonctionné. Mais à ce moment-là, on ne construit plus, on maintient. Ce que je vous propose d'aller chercher, moi, ce ne sont pas ces archives visibles. Ce sont des structures plus anciennes, souvent oubliées, mais encore actives dans la manière dont le désir se construit. Le deuxième réflexe, c'est de soutenir le désir et la confiance par le récit. Quand le produit ne tient plus seul, on raconte davantage, on ajoute du sens, on multiplie les prises de parole. Encore, à ce moment-là, le récit ne révèle plus, il compense. Et progressivement, le désir ne vient plus du produit, mais il vient du bruit qui l'entoure. Le problème, c'est que ce bruit doit être maintenu. Plus il est nécessaire, plus il devient difficile à arrêter. Un produit qui tient n'a pas besoin qu'on le raconte. Le troisième réflexe, c'est de puiser toujours dans les mêmes sources, les mêmes références, les mêmes tendances, les mêmes codes. Parce que ce sont celles qui fonctionnent, celles qui rassurent, en fait, celles qui sont déjà validées. Mais à force de puiser au même endroit, les marques ne se différencient plus. Elles s'alignent. Elles lissent. Progressivement, la singularité disparaît. Les produits deviennent interchangeables. Et quand tout se ressemble, le désir ne tient plus. Il ne s'ancre pas. Si ni l'activation, ni les archives, ni le storytelling plaqué, ni les références communes ne suffisent à construire du désir et de la confiance durable, alors la question devient simple. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet encore à un produit de tenir par lui-même? Il existe une variable que très peu d'organisations pilotent réellement. La capacité d'un produit à générer du désir et de la confiance sans effort supplémentaire. Pas au moment du lancement, mais dans le temps. Et c'est cette capacité qui fait la différence entre un succès immédiat et un actif durable. Cette capacité ne dépend ni du design seul, ni du storytelling, ni du niveau d'activation. Elle dépend d'un alignement profond, beaucoup plus profond. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne concrètement. Vous regardez ces deux créations, donc le Chanel 2.55 et le Chloé Paddington. Les deux ont existé, les deux ont été désirés,
Les deux ont performé. Mais un seul s'est stabilisé. L'autre a eu besoin d'être relancé. Il ne structure pas la maison en continu. Il existe encore, mais n'ancre pas le désir de manière permanente. Il peut revenir, mais il dépend du contexte. Ce n'est pas un échec, c'est un succès qui ne tient pas seul. Et la différence, elle ne se voit pas dans les résultats au lancement, ni dans le design seul, ni dans le récit, ni dans le niveau d'activation. Elle se voit dans ce qui reste quand l'effort disparaît, dans la structure du produit, dans sa relation au corps, dans ce qu'il évoque, sans qu'on ait besoin de le raconter. Et souvent, dans des éléments beaucoup plus anciens que ce que l'on regarde habituellement. Des formes, des gestes, des logiques qui ne viennent pas du présent, mais qui continuent à produire du sens aujourd'hui. C'est là que la trajectoire se décide. Ce type de différence est lisible avant même le lancement. Mais attardons-nous sur cet exemple concret. Si je le lis très simplement, le 2,55, il ne repose pas sur un design, il repose sur une structure. C'est un contenant suspendu, attaché au corps, qui libère les mains. Même sa position dans le corps n'est pas arbitraire. Il se fixe au point de gravité du corps, permettant un portage stable. Cette logique, elle existe depuis des siècles. Les bourses, les besaces, les sacs du messager, du Moyen-Âge. Ce que Chanel fait, ce n'est pas créer une forme, c'est stabiliser une architecture qui a déjà été validée par le corps et par l'histoire. Le Paddington, il part d'une base similaire, mais il porte main et héritage des sacs de voyage. Mais regardez ce qui se passe. Le volume grossit, le centre de gravité s'éloigne, le cadenas prend le dessus. Le sac devient objet, il n'est plus prolongement. Et à partir de là, il demande un effort. Il doit être porté, il doit être relancé, il doit être soutenu. C'est pas une question de goût, c'est une question de compatibilité avec le corps, avec des structures qui existent déjà. Et ça, c'est lisible avant même le lancement. En réalité, vous vous trompez pas sur la performance. Vous vous trompez sur ce qu'elle construit. Cette différence n'est pas subjective. Elle est lisible dans la manière dont une forme tient, dans la façon dont le produit s'inscrit dans le corps, dans ce qu'il évoque, sans qu'on ait besoin de le raconter. Dans ce qu'il reste quand on retire tout. Et dans sa capacité à exister sans être soutenu. Ces éléments sont rarement pilotés ensemble, et c'est précisément là que la trajectoire se joue. Cette lecture ne dépend pas du produit. On la retrouve dans un flacon de parfum, dans un bijou, dans un soulier, dans tout type de produit qu'on peut retrouver dans le monde du luxe, et ailleurs d'ailleurs. Le support change, mais la structure, non. Ce point de bascule n'est presque jamais lisible en interne. Parce qu'il ne relève pas uniquement du marketing. Ce n'est pas une intuition. Ça se lit. Mais pas dans les indicateurs classiques. Ça se joue dans des structures que la plupart des organisations ne regardent pas. Les formes, les gestes, les symboles,
qui traverse le temps et qui continue à produire du désir aujourd'hui. C'est là que je travaille. Ce type de lecture, je l'ai appliqué sur plusieurs cas où la trajectoire s'est confirmée dans le temps. Lire en amont ce que chaque décision est en train de construire ou d'éroder. Identifier les créations qui stabilisent un patrimoine et celles qui accélèrent une dépendance. C'est ce que je vais chercher. Non pas pour ralentir, mais pour arbitrer avec lucidité. À ce stade, la question n'est plus de savoir si votre stratégie fonctionne, elle fonctionne. La question est de savoir ce qu'elle est en train de produire. Une croissance qui tient ou une dépendance qui s'installe. Un actif qui se construit ou un besoin permanent de relancer. Ce que vous lancez aujourd'hui vous rapproche-t-il d'une icône ou du prochain lancement nécessaire pour compenser? Si cette question devient difficile à trancher en interne, c'est généralement qu'elle n'est pas encore lisible. Si vous avez une création en cours, je peux la lire avec vous. Si vous voulez comprendre votre portefeuille, on peut regarder ensemble. Car la prochaine décision que vous allez prendre, elle engage peut-être autre chose que vous ne mesurez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrai y répondre, soit dans le chat, soit en message privé. Donc voilà, n'hésitez absolument pas. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà. Si personne n'a de questions, c'est que j'ai dû être très clair. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, vous savez, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, pour ceux qui partent manger, un bon appétit. Merci beaucoup.